2015. Assez incroyable. Et oui, depuis 50 ans, cette voiture a la même ligne. La variante, effectivement, c'est la mécanique qui a évolué au fil du temps, puisqu'on est parti d'un 1600 cylindrées et on est là au-delà de 2,5 litres maintenant. Bien sûr, les finitions par rapport aux normes de sécurité imposées par la construction automobile, avec un look à l'ancienne. Cette voiture est magnifique, un détail. Sur certaines voitures, style de dur-bouton, les a été très vite abandonnés pour les questions de sécurité. Donc là, on a une structure bois avec une carrosserie clouée sur le bois, c'est le bois de frêne. Merci pour nous avoir présenté cette superbe auto. Bonsoir. Une auto fort sympathique pour ceux qui ont vu et revu Le Prisonnier. Elle n'était pas de la même couleur, elle était vert pomme, mais elle avait aussi une règle, évidemment en sens inverse, puisque là on a du vert sans du jaune. Là on est sur la dernière version évoluée, puisque Colin Chapman sort cette voiture, la Lotus 7. C'était une terreur sur les... C'est donc un modèle hollandais, mais c'est la continuité de Lotus. Ça s'appelle Duncan Worth, mais c'est quand même la continuité de Lotus. Et on est sur un modèle de 1999. Une auto superbe. Ah, c'est une Caterham celle-ci. D'accord. D'accord. Ok. Superbe auto, merci. C'est un strict 2 places. Hein. Et oui, ça... des difficultés, alors qu'aujourd'hui, vous savez que c'est le constructeur qui a la rentabilité la plus exceptionnelle. C'est incroyable. Eh bien, au bord des années 90, il était au bord du gouffre et il fallait trouver une solution pour relancer la marque, puisque la 911 s'essoufflait fortement, puisqu'on évoluait sur les moteurs, mais on n'évoluait pas tant sur la carrosserie. Puisque vous pouvez remarquer qu'on retrouve toujours la forme emblématique de ces phares qu'on a connus sur les premières 911 des années 60. Et alors, une idée de génie, on va se reprendre sur le Speedster. Certes, on n'est pas dans le même style, mais on repart sur l'idée du Speedster de James Dean, qui malheureusement s'est tué avec sa propre voiture. C'est pas tout à fait ça, mais c'est une évocation moderne des années 90. Et c'est un succès extraordinaire. Et ça repart en flèche et Porsche retrouve la couleur, les chiffres sont dans le vert et tout va bien. Super. Cette voiture, notre ami donc l'a achetée, paradoxalement, il l'a acheté, le monsieur avait égaré le carnet d'entretien. C'est un truc fou. Mais oui, mais dans la collection, c'est vrai que si vous n'avez pas le carnet d'entretien d'une voiture, c'est fort des superbe voiture. À tout à l'heure. Au revoir. Dallas, Bobby Wing, vous vous rappelez? Eh bien, c'était celle-là. Alors, avec un intérieur, c'est quand même étonnant. Regardez, on a un rouge Carmin qui est très joli, et on a un intérieur bleu, c'est quand même pas banal. Hein. Une très belle auto dans un état absolument, il n'y a rien à dire. Il me disait tout à l'heure, il y a un petit défaut ici. Ben oui, je pense qu'il a dû ramasser un petit gravillon. Il n'y a rien à dire, cette voiture elle est quasi neuve dans son état d'origine. Elle date des années 83, 35 ans. Regardez dans l'état où elle est. Et croyez-moi, elle va avoir encore de belles années devant elle parce que c'est un grand maniaque. Et on le remercie de nous présenter cette superbe Mercedes. MGB, incroyable. Cette voiture, ça a été pendant de nombreuses années le roadster britannique le plus vendu au monde. La plus grande production jamais réalisée. Et puis les Anglais s'essoufflent, il y a des problèmes climatiques, les générations changent, et on se détourne totalement du roadster. Et c'est à ce moment-là que les Japonais interviennent avec la fameuse Miata, rappelez-vous, qui a fait un boom terrible, et on est revenu au roadster. Mais ce modèle-ci, c'est donc un superbe roadster, enfin c'est un cabriolet même, MGB de 1973. Donc on est dans les ultimes versions tout de même. Hein. Alors on a déjà des freins à disque. Ici on est sur une version européenne et non pas américaine. Si on était ici américain, on aurait des éclairages sur les côtés, ce n'est pas le cas pour cette voiture. Et notre ami l'avait acheté en Angleterre, je crois, c'est ça, hein. Il l'avait acheté en Angleterre directement. Elle est dans un état absolument irréprochable. Et je crois même que c'est lui qui fait la peinture de ses propres voitures. Vous vous rendez compte? Alors, madame, il fait ça dans son salon. Elle aime bien sa femme, vous savez. Entre deux émissions de télé, elle peint la voiture. Bonne soirée et merci. Quelque chose, hein, Bordeaux et noir, les couleurs de la couronne d'Angleterre. Voilà. Alors, la couronne d'Angleterre, on va remettre les choses au clair. Les divers souverains, ils étaient pro Rolls-Royce,
Pro Bentley, d'accord? Donc un coup on roulait Rolls, un coup on roulait Bentley. D'ailleurs le parc actuel de la couronne d'Angleterre comporte énormément de Rolls. Certaines sont d'ailleurs sorties pour le mariage du prince héritier, William. Et ce type de voiture également apparaissait à la couronne d'Angleterre parce que la reine-mère trouvait trop ostentatoire, la reine-mère, donc la mère d'Elisabeth, trouvait trop ostentatoire la Rolls ou la Bentley et préférait ce type de voiture. Ceci étant, c'est quand même un 4 litres de Jaguar, Daimler, marque firme appartenant à Jaguar, et à l'intérieur, derrière, vous avez pas de bar, vous avez tout ce qu'il faut. C'est tout ça, c'est rempli de bois à outrance, de cuir, c'est anglais, ça sent bon, c'est génial. Il y a même la carafe avec le whisky. Hein. Je pense que tout à l'heure, on va tirer 2 personnes au sort dans le public qui vont venir trinquer l'apéro dans cette belle voiture, qui est dans un état absolument superbe, regardez. Daimler, mécanique Jaguar 4 litres 2. Le même moteur d'ailleurs qu'on trouvera par la suite dans la Type E, on verra tout à l'heure. Merci pour cette belle limousine et à tout à l'heure. Ah là on est dans du gros gabarit, hein, vous avez vu. Alors, rappelez-vous, le président Kennedy, c'était son dada cette voiture, la Lincoln Continental. Alors là on est sur un coupé bien sûr. Malheureusement, lui, il a perdu la vie dans un très très beau cabriolet. Mais là, on est sur un coupé. 7 litres de cylindrée. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Là, vous n'avez pas le temps d'aller boire un café, ni même une bière, parce qu'il faut tout mettre dans la voiture. Hein. Il n'y a pas à tortiller. On est... Voilà, il y a quand même 100 litres de réservoir. On est quoi, à 30 litres? Oui, 30 litres. Ça va, hein? Quand même. Quand on sort, on s'en souvient. Alors donc 210 chevaux tout de même, hein. Ça pousse, hein. Alors c'est un petit côté bateau parce que c'est d'une souplesse absolument extraordinaire. Et alors cette voiture, le particularisme de cette voiture, c'est une finition Cartier, messieurs dames. Oui, Cartier, importé en France spécifiquement pour la finition. Et alors toutes les horloges et les divers éléments de la voiture, les cadrans, sont siglés du bijoutier. Pas banal tout de même. Alors si vous avez l'occasion tout à l'heure, quand la voiture sera à l'arrêt, y jeter un œil, vous verrez, c'est assez étonnant. C'est absolument superbe et la finition cuir en 2 tons est magnifique. Merci pour cette super moto et à tout de suite. Vous voyez le logo Cartier ici sur les petites vitres arrière. Alors une voiture emblématique également, la Jaguar Type E. Alors William Mion, c'était un homme qui ne faisait pas comme tout le monde. Les grands constructeurs, les Français, ils prenaient le salon de Paris pour sortir leur modèle. Les Anglais, ils allaient à leur course à Londres. Puis, les Américains, c'est à Détroit. Les Italiens, c'était à Turin. Eh bien, lui, non. Il fait, pour sortir cette voiture assez étonnante, il réunit la presse internationale sur les bords du lac Léman, à Genève, dans le parc des Olives. Fait incroyable. La voiture arrive par la route. N'est pas transportée, elle vient par la route avec 2 heures de retard. Donc les journalistes sont là impatients, où est cette voiture? Est-ce qu'elle existe? La grande question, existe-t-elle? Eh bien oui, elle existe, elle sort. C'est la fameuse Type E, la première, la série 1 3 litres 8, qui aura le succès qu'on le connaît. Et ici, on est sur la 3e évolution, la série 2, puisqu'il y a eu série 1, série 1.5. Et ici, on est sur le modèle série 2, avec l'évolution voulue par les Américains, parce que les Américains exigeaient les phares un petit peu plus hauts, des protections un peu plus hautes, ainsi que les clignotants en dessous des pare-chocs, alors que les versions précédentes avaient des pare-chocs plus bas et les clignotants sur les dessus. Donc on est sur la 3e version en 6 cylindres, 4 litres 2, la version la plus aboutie, puisqu'après, la 4e version sera le 12 cylindres. Ça, c'est une autre histoire. Merci monsieur pour cette superbe auto. Bonne soirée. C'est beau ce British Racing Line là, hein, cette couleur. Alors, si en Angleterre, William Mion s'évertue avec sa Type E, dont il a quand même fait bouger pas mal le l'envers de l'automobile, aux États-Unis, eh bien Henry Ford, il nous sort une bombe aussi. En fait, le but, si vous voulez, au départ, il avait les corvettes qui faisaient de l'ombre. Donc il sort la T-Bird. Mais la T-Bird, elle est un petit peu faiblarde. Et puis il veut toucher un large public. Donc on décide de sortir un cabriolet, un coupé et un fastback, ce qu'on appelle, mais plus abordable pour toucher une vaste clientèle. Et ça sera la Mustang. Paradoxe, à l'époque, c'était une voiture bon marché. Aujourd'hui, c'est plus le cas, il est évident, parce que
C'est un modèle qui a été construit effectivement. Il y en a eu beaucoup, certes, mais malheureusement, il y en a eu beaucoup de détruites aussi parce que les gens ont fait des fous avec ce genre de voiture. Celle-ci a été totalement restaurée par son propriétaire. Il l'a importée lui-même des États-Unis. Et comme toutes ces autos qui viennent de l'autre côté de l'océan, malheureusement, on y rencontre des très mauvaises surprises. Et je crois que ça a été son cas au fur et à mesure qu'il décapait la voiture. Je crois qu'il était un petit peu désolé et à chaque fois il disait je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Eh bien si, il est arrivé ce soir, elle est ici à la Baule et on ne peut que le féliciter sur la beauté de cette auto. Merci. Ah, boîte mécanique. Très très rare boîte mécanique en plus, dis donc. Ah oui, parce que ces voitures étaient équipées de boîtes automatiques 3 vitesses, vous imaginez, avec un V8 289, hein, un big block 3 vitesses. Ça ronfle, hein. Alors que la précédente, c'est un petit peu moins puissant. Alors cette voiture aussi, elle a une belle histoire, il faut que je vous la raconte quand même, parce que cette voiture au départ, alors on commencera par la première version qui est la Floride, pardon, et la régie Renault, qui a été nationalisée bien sûr, cible le marché américain. Pas simple d'aller sur le marché américain pour vendre ce type de voiture, et c'est même très très compliqué. Rappelez-vous des mots du président à l'époque, Charles de Gaulle. Elle nous rapporte plus de devises que qui que ce soit et que quoi que ce soit. Il parlait de l'actrice Brigitte Bardot. Eh bien, la régie Renault, on a dit on va y aller, on va aller la voir, Brigitte Bardot, on va lui offrir une auto et elle va nous lancer la Floride. Eh bien oui, Brigitte Bardot, avec sa robe à Vichy, eh bien, a lancé cette voiture, ils ont fait une pub, ils lui ont offert une voiture et elle a roulé avec tout ça dans la région, dans le sud, à Saint-Tropez. Et cette version que nous présente aujourd'hui notre sympathique collectionneur est la dernière version, c'est la Caravelle, qui est un peu plus évoluée, et avec un hardtop, d'accord. Et là, elle est dans une livrée Bordeaux magnifique, des jantes un peu sport, parce qu'à l'origine, elle a des jantes tôle, et dans un état absolument l'intérieur, tout est nickel de chez nickel. C'est une auto magnifique. Seul petit détail, il fallait faire très très attention, parce qu'au-delà de 110, ça tenait pas la route, ça tenait toute la route. Le moteur étant derrière. Donc il fallait mettre des sacs de sable à l'avant pour stabiliser l'auto. Merci pour cette belle auto et bonne soirée, au revoir. Alors, pour ceux qui connaissent l'automobile, ici on a affaire à une voiture française, certes, mais dessinée et construite en Italie chez Pininfarina. Alors ce qui est étonnant, c'est pas étonnant, ça s'est fait dans l'architecture immobilière, c'est que aussi dans l'automobile, quand on avait fait un beau dessin, on essayait de le vendre un peu à tous les constructeurs. Alors vous remarquerez une similitude avec la Ferrari 250 et également avec la Fiat 1200 et 1500. C'est absolument la même carrosserie. La variante, c'est au niveau des enjoliveurs, de la calandre, des divers chromes à droite et à gauche, et bien sûr l'intérieur où le tableau de bord est différent. Autrement, on a la même carrosserie. Vous voyez que Pininfarina, c'est un petit malin, il a vendu 3 fois son dessin. Putain quand même. Alors là, on est donc sur le modèle 404, qui a suivi bien sûr la 403, qui était quasiment la 403, on peut le dire, sans être négatif et ni péjoratif, une berline décapsulée, dirais-je. Là, on a un vrai dessin, un vrai travail, il y a de l'esthétique. On est avec les ailerons, vous savez, c'est des années spécifiques, les années 60, on a des ailerons sur les voitures. Le tableau de bord, le levier de vitesse à l'américaine, c'est très à la mode à l'époque, au volant, mais très très vite on voudra revenir au levier au sol parce que c'est quand même plus sympa à conduire. En revanche, je vous assure que pour friser sur le remblai à la boule, ça c'est génial. Et toutes les dames se retournent. Bonne soirée, merci pour cette belle auto. 1965, cette 404. Regardez si c'est beau. Alors, on est un peu dans le même cas chez Mercedes que d'autres constructeurs. On avait le succès chez Mercedes les années 50, 55. On a gagné le Mans, la 300 SL. Bah, tout le monde sur les circuits, c'est terrible, cette voiture porte-papillon, sortait en roadster et tout, mais très 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 cher et peu abordable au commun des mortels. Donc Mercedes décide de sortir la 190 SL, on met un 4 cylindres, c'est un peu mou certes, par contre la carrosserie, écoutez, c'est quasi une copie
de la 300 SL. Regardez ces ailerons au-dessus des passages de roue. C'est absolument extraordinaire le travail qui a été effectué. Et le détail dans tout. Les petits rebris sur les ailes arrière. Enfin, la forme très cintrée des pare-chocs. C'est assez incroyable le travail qui a été effectué pour pouvoir dégager un look pas commun et en faire cette auto tellement elle est belle. L'intérieur, bien sûr, on est en cuir avec un tableau de bord Biton. Et là, on a un tableau de bord, on a un levier au centre, bien sûr, et le fameux cerclo sur les volants. Le côté typique de Mercedes, effectivement, les volants étaient souvent en la même couleur que la carrosserie. C'était assez fréquent. Le cuir est magnifique. Félicitations pour la restauration et l'entretien de cette voiture. Merci. Ça vous rappelle rien, ça? Regardez, Mastroianni au volant. Et à côté, Anita Ekberg. La Dolce Vita au sommet, ça. C'était quand même beau, hein? Alors cette voiture, elle est absolument magnifique. Giulia Spider 1600. 5 vitesses à l'époque, vous vous rendez compte? 5 vitesses. Cette auto, le particularisme de son propriétaire actuel l'a remis en configuration, je dirais, sage. Il a fait un travail, elle est plus neuve que neuve, je vous assure. J'ai vu le travail qu'il a effectué, c'est hallucinant. On ne peut que le féliciter tellement c'est un beau travail. Et ce qui est fou, cette voiture a fait de la compétition. Elle a fait les 1000 milles, parce qu'il l'a acheté en Sicile. Aux mains d'un pilote, il l'a acheté. Elle a fait les 1000 milles et la Targa Florio. Je veux dire que gonflé le gars pour s'aligner avec une auto pareille. Alors, je crois que c'était un mécano, il avait un petit peu de gonflette dans le moteur. Hein. Et la voiture, effectivement, est un peu surbaissée pour une meilleure stabilité. Et alors, notre ami l'a remis. En revanche, dans son état, elle est absolument irréprochable. Regardez cette sellerie en cuir noir mat, avec ses passepoils rouges, c'est magnifique. Absolument super. Giulia Spider 1963. Merci pour cette belle auto. On va les mettre côte à côte, c'est intéressant parce que vous avez les deux versions de la MGA. Alors la MG, Maurice Garage, grand concurrent de Triumph. À l'époque, Triumph terrasse toute la concurrence avec la TR2. Et un petit peu à côté, s'il vous plaît. Là. Et très peu de temps après, il sort la TR3, un peu plus aboutie que la 2. Et ils sont terribles. Et MG dit on va aussi nous y mettre au Roadster. Et voilà. Alors ici, on a une version 1,5 litre, 1500. Et là, on a la version 1600, un petit peu plus péchu, dirais-je. Vous voyez les variantes, vous les avez au niveau des bananes de pare-choc, au niveau des feux arrière, d'accord? Le bouchon, c'est la même chose. L'intérieur, c'est quasi similaire, vous voyez. Et à l'avant, je crois qu'il n'y a pas grande différence. La calandre est la même, les logos sont les mêmes. La voiture n'a pas évolué, si ce n'est la mécanique. Alors il existait une version également sport de cette voiture qui a eu des très bons résultats sur les circuits, mais qui n'a pas connu de suite au niveau des privés parce que c'était des mécaniques très affûtées, donc très fragiles. En revanche, ces deux qui nous sont présentés ce soir sont absolument superbes. Donc une version 1600 1960 Taureau, et là c'est 59 58, voilà. Vous voyez, 2 ans d'écart, et on se rend compte que les Anglais ne se compliquent pas la vie, vous voyez, on améliore par des petites touches, mais on ne va pas changer ce qui gagne, hein, ça ne sert à rien. Merci à vous deux pour nous présenter ces deux sympathiques autos. Bonne soirée, au revoir. C'est adorable. Alors là, on est sur une Austin. Alors, on vient de voir la MG. Austin, MG, Triumph, c'est la guerre. Ils se battent. Bon, peu de temps après, ils se retrouveront tous dans le même groupe. Mais là, pour le moment, c'est la guerre complète. Et alors, Herbert Austin fait appel à un sorcier de l'automobile, Donald Lillet, et lui dit, il faut faire une petite voiture péchue, parce que, on ne va pas à Triumph, il taille des croupières. MG vient de sortir son MGA, on ne va pas résister.
mais économie. Donc on va taper dans la banque de données et dans les pièces des voitures existantes pour faire une voiture performante, rapide, mais surtout à moindre coût et la vendre pas trop cher pour mettre un grand coup face à la concurrence. Et Donald Hillet dessine cette sympathique auto, là, l'Austin Hillet, Frog Egg. Pourquoi Frog Egg? Parce que Donald Hillet présente son dessin à Herbert Austin, et ici il était prévu des phares basculants. Là aussi, non, c'est trop cher, ça va pas. Donc à l'arrache, on greffe ces pièces sur la voiture, qui sont donc soudées à l'étain, voilà, et on rajoute les phares qui lui donnent ce regard si caractéristique des grenouilles. Et cette voiture, son appellation, c'est la Frog Egg. Et là, vous voyez, ben, un petit peu de charme, elle a du rouge à lèvres, c'est sympa, hein, mignon, hein. Écoutez, pour une femme, c'est adorable quand même, mesdames. Alors messieurs, pensez-y à l'anniversaire de votre épouse. Voilà, là vous aurez juste détail important. Le bagage c'est par là, il n'y a pas de coffre. Hein. Ça se passe tout par ici, hein. D'accord? Et c'est 2 personnes, pareil, hein. Rien de plus, pas d'enfants. Bonne route, merci. Alors là, on est devant une auto un peu particulière, d'abord de par sa rareté, d'abord, et surtout de par son nom. C'est une SS. Imaginez, sur les pavillons de roue ont été repris à l'époque par les Allemands, parce que cette firme existait au début du XXe siècle. Donc ce logo existait avant même l'avènement de ce groupe infernal. Bref. Évidemment, lorsque, à l'aube des années 30-35, on voit ce qui se passe politiquement, ils décident de retirer ce nom SS, qu'on retrouve ici également sur la calandre. Et comme on lui disait que ces voitures étaient félines et puissantes, il prend le nom d'un félin et ça deviendra Jaguar. Donc c'est ici devant vous, vous avez l'ancêtre de la Jaguar. Alors cette auto est une auto trouvée à l'état d'épave, un tas de ferraille, des pièces dans les cartons, dans les boîtes, des boulons, des bielles, des soupapes, un travail de fou, de fourmi. Je ne sais pas si certains ont regardé dernièrement, ils ont montré la reconstruction d'une Bugatti à la télévision. On avait un schéma similaire. Tout était étalé par terre. Et il a fallu comprendre où allait quoi et comment ça se passait. Bref, finalement, 10 ans de travail pour reconstruire cette automobile et lui rendre son lustre. Et aujourd'hui, nous avons grand plaisir de vous la présenter. Cette voiture a eu le privilège de participer au concours d'élégance de la Baule, où elle a gagné le prix dans les véhicules de prestige. Félicitations de nous présenter cette superbe auto. Jaguar, enfin. SS1 Cabriolet 1935. Merci.